de se focus dessus. Et puis, l'idée, c'est que ce soit un maximum interactif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à interagir. Au contraire, on est là pour ça. Hop. On peut démarrer pour vous expliquer le plan et les sujets qu'on a décidé d'aborder aujourd'hui. Bon, on va principalement parler de comment établir sa stratégie de recrutement, donc vraiment from scratch. Aujourd'hui, on a décidé de recruter, que ce soit externalisé ou non. Comment on fait, par où on commence finalement. Comment organiser, structurer un bon processus de recrutement. Ça veut dire quoi un bon process de recrutement finalement. Où trouver les bons candidats. Que ce soit sur les canaux d'acquisition, que ce soit à travers le réseau ou autre. Et puis, toute la partie séduction candidat, marque employeur, comment finalement faire la différence. Est-ce qu'on peut faire un tour de table rapide sur le chat et m'expliquer aujourd'hui quelles sont vos problématiques, notamment sur ces sujets-là? Ce serait intéressant de regarder pour savoir si moi, je dois faire un focus sur des sujets en particulier. Je vais juste ouvrir le chat, hop, à côté. Ou si vous n'avez pas de problématique de recrutement, sur du court terme, qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous avez envie d'anticiper? Et à ce moment-là, on pourra effectivement en discuter davantage. N'hésitez pas à partager tout ça sur le chat. Caroline, très early stage, comment attirer le bon stagiaire et comment les sourcer? Ok, ça marche. Écoute, Caroline, on va aborder effectivement ce sujet. Je suis à la recherche de mon CTO. Ok. Je dois recruter une couturière et un alternant. Très bien. Couturière, ce n'est pas exactement notre persona, mais Maréva, on va essayer de te donner un maximum de tips également. Les méthodos et les process seront les mêmes. Ok, nice. Comment optimiser la première année de lancement sans avoir à embaucher pour limiter les coûts? Excellente question. Ok, on va démarrer et on va y répondre au fur et à mesure. On va démarrer par la stratégie de recrutement. Hop. La stratégie de recrutement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un fil conducteur, particulièrement quand on est sur des projets qui sont early stage. Le fil conducteur à ce niveau-là de croissance, c'est la culture d'entreprise. C'est la culture d'entreprise, ça fait très générique dit de cette manière-là, mais avant de foncer tête baissée, il faut prendre de la hauteur. Pour construire de manière durable une stratégie de recrutement, il faut monter en savoir sur qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos croyances, quelle est votre structure. Il faut prendre en compte cette culture d'entreprise et capitaliser là-dessus. J'insiste particulièrement sur ce stade de croissance parce qu'à ce niveau-là, généralement, on ne recrute pas quelqu'un qui a X années d'expérience, qui a X cas en termes de rémunération, de package, qui arrive avec un énorme réseau. Ce n'est pas souvent le type de persona vers lequel on va s'orienter quand on recrute pour la première fois, quand on externalise pour la première fois ou quand on est sur une startup très early stage ou un projet très early stage. Donc, le fil conducteur doit rester la culture d'entreprise. Qu'est-ce que c'est finalement la culture d'entreprise? C'est l'ensemble des éléments qui vont définir le fonctionnement, l'identité, l'esprit de l'organisation, l'ADN finalement. Elle se construit tout au long de la vie de l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui est évolutif. Elle doit être prise en compte dans la construction de la stratégie de recrutement puisque c'est ce qui va identifier finalement tout ce que vous allez rechercher tant en termes de soft skills, personnalité, qu'est-ce qui va fitter ou non avec vous, pour quelles raisons, particulièrement sur les premiers recrutements qui constituent la core team. Si effectivement la culture d'entreprise a été définie, si vous avez été capable de sortir les critères, les éléments qui la constituaient, que vous avez une idée claire là-dessus, il faut vous poser sur comment traduire finalement la stratégie de croissance, la stratégie de business à travers la stratégie de recrutement. C'est quoi aujourd'hui l'ambition? Quel est votre goal finalement? Est-ce que c'est d'aller développer du CA, d'aller avoir plus de clients, de montrer qu'il y a des signes de traction marché, de se développer à l'international, d'ouvrir une nouvelle verticale B2B, de travailler sur le produit et de développer de nouvelles features, etc., etc. C'est de cette manière-là remonter finalement toute la boucle, tout le funnel en commençant par le but et le goal final pour le décomposer, dégrossir les traits et comprendre comment ça peut se traduire finalement sur votre stratégie de recrutement et donc sur quel profil, quelles compétences je dois aller chercher. Une fois que cette ambition elle a été clarifiée, l'idée, c'est de définir le besoin. La première chose, généralement, qu'on conseille de faire, c'est déjà de cartographier les compétences internes que vous avez. Quels sont les profils aujourd'hui que j'ai?
dans mon projet, sur l'aventure, quelles sont les compétences de ceci et en adéquation, quelles sont les compétences en termes de complémentarité que je dois aller chercher ou renforcer. C'est ça qui va déterminer finalement la job desk du profil recherché. On cherche un business developer, on cherche un CMO, on cherche un CTO, on cherche un growth manager, etc., etc. Définir le profil recherché, ce n'est pas simplement définir le métier, finalement. Définir le profil recherché, ça veut dire également quel va être son scope, quelles sont ses missions, qu'est-ce qui est réellement attendu, sur quoi aujourd'hui cette personne-là va être challengée, quelles sont les ressources qui sont mises à disposition, où est-ce qu'il est attendu en termes de prise d'initiative, de force de proposition, etc., etc. Fourchette salariale, le nerf de la guerre, forcément, on est tous passés par là, c'est des sujets qui nous concernent tous. La fourchette salariale, on est bien conscient que sur un projet early stage, on n'a pas le même budget qu'un Google ou qu'un Facebook. On ne sera pas forcément capable de proposer des rémunérations à 400K. Je prends un gros extrême pour illustrer, mais l'idée ici, c'est de pouvoir jongler avec un package. On parle de package et non pas juste de rémunération. Un package, très souvent, on va retrouver une partie fixe, on peut retrouver une partie variable, mais on peut aussi retrouver des BSPCE, des parts dans l'entreprise, on peut retrouver des avantages annexes qui peuvent être mis en avant, particulièrement quand on est sur de l'early stage et qu'on n'a pas forcément cette capacité de proposer des packages qui vont s'envoler en termes de fixe et ou de variable. Et donc, on peut combler, on peut proposer d'autres avantages qui finalement viendront faire la différence. Très souvent, on joue sur les BSPCE et les parts dans l'entreprise, parce que c'est ça qui va fidéliser sur le long terme et qui va favoriser finalement l'engagement du parti. C'est quelque chose qui est énormément utilisé. Et c'est une fois que tous ces éléments sont constitués que ça nous permet de rédiger concrètement la fiche de poste. Fiche de poste qui va reprendre les éléments très classiques, qui vous êtes, des éléments de projection, des éléments notamment sur votre stade de croissance, quel profil vous allez rechercher, tant en termes de métier, de scope, de mission, mais aussi sur l'identité du profil en tant que tel. Est-ce qu'on cherche un profil junior? On part sur quelqu'un de plus dimensionné? Est-ce qu'on part sur quelqu'un qui maîtrise des outils en particulier, qui a des compétences particulières sur la partie hard skills, mais aussi toute la partie soft skills qui a été déterminée à travers la culture d'entreprise qui a été identifiée au tout début. Avant de foncer tête baissée, c'est tous les éléments sur lesquels vous devez être carré, structuré, qui doivent être bien clairs avant de vous lancer sur on va aller trouver des candidats ou on va aller balancer notre job desk sur tous les job boards à droite à gauche. Il faut qu'en amont, ce travail de fond soit réalisé pour que ça dure dans la durée et qu'on évite, ou en tout cas qu'on limite au maximum les erreurs de recrutement qui, je ne vous apprends rien, coûtent extrêmement cher. D'ailleurs, un article de Welcome qui est sorti, Welcome to the Jungle, il n'y a pas longtemps, qui essaie de mesurer justement l'impact d'un recrutement raté, l'impact financier, entre autres, d'engagement, etc., etc. Une fois qu'on a établi donc cette stratégie de recrutement, si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois, le chat est fait pour ça, ou débloquer votre micro et poser les questions directement. C'est toujours plus sympa d'avoir quelque chose d'interactif. Tu peux passer, Manon, sur le process de recrutement. Process de recrutement, alors, c'est quelque chose qui paraît assez simple, dit comme ça. Tout le monde sait globalement qu'un process de recrutement, il y a quelques étapes, on doit rencontrer quelques personnes dans la team, on doit voir si ça fit et si ça coche les quelques cases qu'on a établies sur la scorecard, et ça s'arrête ici. Un process de recrutement, c'est un peu plus complexe que ça. Un bon process de recrutement, ça fait la différence en termes de marque employeur, en termes d'expérience candidat, et ça peut faire la différence à la fin entre un candidat qui a 2 propositions en main et qui ne sait pas choisir la A ou la B. Il peut s'identifier à travers le process de recrutement, ce qu'il a vécu, les personnes qu'il a rencontrées, les choses sur lesquelles il a été challengé pour prendre sa décision. Aujourd'hui, nous, les conseils qu'on donne avec tous les acteurs finalement qu'on accompagne, c'est qu'un process de recrutement doit suivre des règles précises et doit suivre exactement les mêmes règles d'un candidat à un autre. C'est-à-dire qu'il y a un référentiel qui est créé de base, qui doit être suivi pour tout candidat si on veut justement avoir une vraie objectivité et être capable de les comparer sur les mêmes critères. Le process de recrutement, il doit être assez rapide. Il doit être assez rapide, surtout quand on est sur des projets qui sont encore au début, en early stage. Il doit être rapide, en général, on compte 2 à 3 semaines sur des profils
Middle, opérationnel, je ne prends pas les cas de figure où on cherche CMO qui a 15 ans d'expérience ou des postes très C-level, très VP, country opener. C'est des profils qui forcément vont mettre plus de temps à être recrutés. Cofondateur aussi, parce que cofondateur, bah, on partage l'aventure, on partage le bébé ensemble. Donc forcément, en termes de processus, ça met un peu plus de temps. Mais généralement, un process de recrutement, entre 2 à 3 semaines, ça peut être booké. Ce qu'on retrouve très, très souvent, c'est à peu près 4 étapes dans le process de recrutement maximum. On va avoir un premier screening qui est là pour essayer de comprendre si on est bien aligné. Est-ce que le profil qui est en face est engagé, motivé, a compris le projet? Est-ce qu'il est OK pour avancer? Est-ce que dans les grandes lignes, il correspond par rapport à ce qu'il a fait? Est-ce qu'il serait capable de venir dupliquer chez nous? Est-ce que on a réussi à créer du lien et on sent qu'il y a un fit qui peut fonctionner? C'est ce premier screening qui nous permet de rester finalement en surface, mais d'aborder les différents éléments pour savoir s'il y a une nécessité ou non d'avancer. La deuxième étape qu'on retrouve très souvent, c'est une étape où on va rentrer plus en détail dans les anciennes expériences du candidat. On va essayer de comprendre réellement ce qu'il a mis en place, quels ont été ses résultats, quels ont été ses plus gros succès, ses échecs. On va essayer de comprendre pourquoi il a bougé d'une boîte à l'autre, quels vont être ses drives si effectivement il arrive en fin de process et qu'il a 3 propositions en main, qu'est-ce qui va faire la différence, etc., etc. On rentre davantage dans le détail, voire on peut avoir un business case, une simulation, une mise en situation en fonction du poste que l'on recrute. Très souvent, dans les process de recrutement, on conseille notamment et on pousse tous les partenaires à faire rentrer dans la boucle quelqu'un qui est hors département du poste sur lequel il va être recruté, le candidat en question. Exemple, si je recrute un business developer qui, sur le screening, a été en contact avec le cofondateur, le head of sales, le VP ou autre, qu'il a fait le case study avec des personnes du même département, l'idée, c'est de pouvoir rencontrer aussi d'autres personnes, d'autres profils, pour qu'ils puissent avoir une big picture, finalement, une overview 360 de ce qui se passe dans la boîte, de l'ADN, de la culture d'entreprise, et qu'ils puissent se projeter, tout simplement. Pourquoi il faut aller vite? Au-delà il faut aller vite parce que l'expérience candidat, c'est sympa, parce que la marque employeur, ça vient la favoriser, c'est parce qu'on est aujourd'hui dans un marché qui est extrêmement pénurique, extrêmement concurrentiel. Je vous le dis par connaissance de cause parce qu'on est sur du recrutement. Aujourd'hui, les candidats sont très, très, très difficilement joignables. Ils sont sursollicités. Et forcément, si vous, aujourd'hui, vous n'avez pas cette réactivité dans vos process, vos concurrents l'auront. Et vous allez vous faire squeezer vos candidats. Il faut essayer de viser la qualité plus que la quantité. L'idée n'étant pas d'avoir 150 candidats dans son process de recrutement, puisque déjà, vous allez vous perdre, vous n'allez pas avoir le temps de bien avancer avec tout le monde, et potentiellement, les bons vont se perdre dans la masse et auront déjà rebondi et auront des propositions ailleurs. Donc, il faut que vous ayez cette capacité d'être plus ou moins sniper. En tout cas, au début, vous allez vous créer un référentiel, et puis plus vous allez avancer finalement, plus vous allez être capable de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et d'être capable de mieux cibler en amont sur la qualification, sur les profils qui vous semblent pertinents pour actionner. Anticiper. Anticiper à fond. Anticiper à fond, on en parlait justement avec Adrien juste avant qu'on vous accepte sur le webinaire. Anticiper parce que le recrutement, ça prend du temps. On pense que si on met un job desk un jour, le lendemain, on va avoir 70 candidatures et que sur les 70, on va en avoir 50 qui sont pertinentes. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas le cas, il faut anticiper, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que déjà, il ne faut pas oublier que la majorité des candidats peuvent être en poste et qu'il y a une histoire de préavis. Le préavis, c'est généralement 3 mois. Donc déjà, il faut anticiper ça. Mais il faut aussi anticiper parce que souvent, on recalibre le poste. Souvent, on peut avancer très loin et penser que ça va le faire avec un candidat et puis finalement, ça ne le fait pas. Donc, on repart from scratch. Très souvent, on va être sur des processus qui vont évoluer au fur et à mesure, des job desks qui peuvent aussi évoluer. Donc, tout ça ne fait que retarder la venue du candidat ou de la candidate. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir anticiper au maximum. Si aujourd'hui, vous voulez quelqu'un qui va arriver en juin, si vous y prenez en mai, c'est un peu trop tard. Généralement, ce qu'on dit, c'est de s'y prendre minimum 3 mois en avance pour justement anticiper cette histoire de préavis. Et très généralement, si on veut ne pas avoir cette épée de Damoclès et être sûr d'avancer, non pas dans la réaction, mais par anticipation, on conseille quand même d'actionner 4 à 5 mois avant la date d'arrivée voulue du candidat.
Bien évidemment, tout dépend du statut, tout dépend du poste, tout dépend de la seniorité. C'est sûr que si vous cherchez à recruter des stagiaires, des alternants, ce ne sera pas sur ces métriques-là. Là, on est plutôt sur des CDI. Stagiaires, alternants, généralement, il y en a qui s'y prennent très tôt. Il y en a qui s'y prennent très tôt, 6 mois en avance, mais généralement, en 2 mois avant, on a la capacité d'aller les trouver. Donc, s'il y a des choses à retenir, ça va être effectivement essayer de se démarquer, être dans la séduction, travailler sa marque employeur, optimiser l'expérience candidat, essayer d'être rapide sur son process de recrutement. On a des clients d'ailleurs qui, c'est un partage d'expérience que généralement j'aime bien donner. On a des clients qui, typiquement sur leur process de recrutement, vont avoir 4 étapes. Les 4 sont fixées d'avance. C'est-à-dire que le candidat sait d'avance que round numéro 1, ce sera lundi, numéro 2, mercredi, jeudi, et ainsi de suite. Il sait exactement avec qui il va échanger et il sait exactement quel est l'exercice et les choses sur lesquelles il va être challengé. Si ça avance dans le bon sens, tant mieux, les dates sont déjà fixées. Si finalement, au bout d'un moment, lors d'une étape, ça ne fit pas et que la personne se fait KO ou que la personne KO le processus de recrutement, à ce moment-là, les autres étapes sont annulées. Mais d'entrée de jeu, le candidat sait exactement où il met les pieds, quand, pourquoi et avec qui. Et ça change tout sur l'expérience candidat parce qu'il y a une vraie projection et en plus, ils occupent le terrain par rapport à la concurrence. Parfait. Où trouver les bons candidats? Où trouver les bons candidats? Alors, on a plusieurs outils, on a plusieurs canaux qui nous le permettent. Aujourd'hui, notre outil, principal pour aller trouver les candidats, quand je dis nous, je parle des recruteurs, des cabinets, des talent acquisition, etc. C'est LinkedIn, forcément. Ils ont le monopole là-dessus. Tout notre persona se trouve là-dessus. Pour les recruteurs, généralement, on utilise LinkedIn Recruteur, qui est une licence supplémentaire qui nous permet tout simplement d'aller plus loin dans la chasse, dans le sourcing. C'est totalement jouable aussi avec un LinkedIn normal, c'est juste que vous allez avoir moins de filtres. C'est-à-dire que nous, sur un LinkedIn recruteur, ça se présente un petit peu comme un booking. On va avoir tous les filtres qui s'ouvrent à gauche. On est capable d'aller cibler les candidats qui sont à l'écoute, ceux qui sortent d'une boîte particulière, ceux qui ont 2 ans d'expérience, ceux qui veulent vivre à Paris, sur du CDD, sur du CDI, et ainsi de suite. Vraiment aller dans le détail de la chasse et du spécifique, là où LinkedIn normal le permet, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de filtres. Et notamment, on n'a pas cette possibilité sur LinkedIn normal de savoir qui est à l'écoute et qui ne l'est pas, alors que sur LinkedIn recruteur, si. Petite parenthèse, LinkedIn recruteur, si vous vous mettez à l'écoute sur LinkedIn recruteur, les personnes de la même entreprise ne le verront pas. Sinon, ce serait trop facile, vous vous en doutez bien. Il y a plein de job boards sur lesquels aussi vous pouvez aller déposer des job desks et ou récupérer du candidat. Je pense à des Apex, je pense à des Monster. On a Welcome to the Jungle, on n'est pas sur un ATS ou un job board, on va être davantage sur une vitrine de communication pour vous faire de la pub finalement par rapport à votre projet. On va avoir les sites d'école, on va avoir le réseau des alumni, on va avoir tout simplement votre propre réseau, c'est-à-dire vos propres collaborateurs. Est-ce qu'eux-mêmes vont avoir effectivement des contacts à vous donner, faire de la cooptation, de la recommandation, vos clients, vos prospects? C'est quelque chose qu'on sous-estime parce qu'on a des barrières psychologiques tous en se disant que, en fait, ou on n'ose pas ou on oublie, tout simplement. Et dans les 2 cas, aujourd'hui, il y a un vrai effet boule de neige qui n'est pas entretenu et qui tout simplement peut vous rapporter un réseau et un pipe qui est monstrueux, qui est colossal, d'autant plus si c'est quelqu'un que vous connaissez qui recommande les candidats, ça a beaucoup plus d'impact. Parce que la personne ne mettra pas en jeu sa légitimité si il ou elle n'était pas sûr, ou en tout cas pense que la personne correspond et est pertinente. On vous a mis notamment des outils qui ne sont pas des outils pour trouver des candidats, mais plutôt pour tracer, pour automatiser, pour aller récupérer de l'information. Je pense à des Gasper qui permettent de récupérer des emails ou des numéros de téléphone. Je pense à des Lemlist pour automatiser notamment des campagnes, des séquences de prospection, des prospectines ou autres. C'est des outils qui sont très utilisés par des commerciaux sur des campagnes de prospe, mais c'est aussi des outils qui sont utilisés par des recruteurs pour des campagnes de sourcing et de chasse, que vous pouvez totalement adapter. Bien évidemment, vous pouvez aussi passer par des cabinets, coucou Job4, mais généralement, c'est un coût. On parle même plus d'investissement que de coût. Mais à ce niveau de croissance, ce n'est pas forcément le premier levier vers lequel se tourner pour des questions de budget principalement. Mais il en existe multitude, que ce soit des cabinets classiques sur de la chasse de tête au succès, que ce soit sur de l'acompte, que ce soit des plateformes de mise à disposition de candidats.
Sur Abo ou sur SuccessFees avec pourcentage de la rémunération, il y a un nombre considérable d'acteurs sur le recrutement qui peuvent vous accompagner. Tout est une question de budget. On vous a mis un petit message d'approche sur LinkedIn qui fonctionne bien. C'est un message d'approche qui vous permet d'adresser les candidats sur un premier contact. Le message d'approche est très générique. C'est volontaire, il est très générique. L'idée étant de retrouver des éléments communs. Les éléments communs, déjà, ce qu'on conseille, c'est d'aller à l'essentiel. Ça ne sert à rien de raconter le pourquoi du comment avec tout l'historique de l'existence de votre CV ou autre. Allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel, expliquez ce que votre boîte fait, donner des éléments de projection, notamment en termes de croissance. Là, typiquement, on voit qu'ils ont développé une plateforme SaaS qui permet aux directions RH de digitaliser la paie. On a pris l'exemple de Payfit, vous en doutez bien. Ils ont levé 2 millions pour attaquer l'Europe. Donc, on a un contexte en termes de croissance sur les 2 millions levés, mais aussi l'enjeu qui est d'attaquer l'Europe. Et puis, il y a le call to action qui lui propose finalement de discuter avec le lien d'agenda directement. C'est un message générique qui peut être bien évidemment personnalisé, mais les idées à retrouver, c'est aller à l'essentiel, donner du contexte, donner de la projection, donner de la séduction, notamment sur la croissance, les enjeux futurs, et proposer le call to action, une action, what's next, on prend un rendez-vous ensemble, on en discute, on rentre dans le détail, je t'explique qui je suis, quel est mon projet, et toi de l'autre côté, on fait la même chose, on voit si ça fit, et on avance en ce sens. On l'a dit à moitié tout à l'heure, mais au-delà des job desks, au-delà des cabinets de recrutement ou autres, utilisez votre réseau. Le recrutement, c'est une question de réseau. Plus votre réseau va être travaillé, c'est une communauté. Plus votre réseau va être travaillé, la communauté va être animée, vous allez être capable de la faire grossir, plus vous allez avoir cet effet boule de neige qui vous permet finalement de récupérer, d'augmenter vos pipes. Les recommandations du réseau sont trop sous-estimées parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne fait pas, parce qu'on oublie. Et c'est quelque chose qui a un vrai impact sur le recrutement, sur les recommandations, sur la marque employeur, sur l'expérience candidat. C'est que du positif. Et dans le pire des cas, nous, on conseille de le faire à chaque fois, de demander une COP, de demander une recommandation. Dans le pire des cas, vous retombez sur la case départ qui est je n'ai pas de personne à te donner. Dans le meilleur des cas, vous récupérez du monde. Donc, vous n'avez que à gagner des candidats. Hop, on vous a donné notamment quelques outils, alors quelques exemples d'outils qui vous permettent de gérer vos pipes candidats, parce qu'effectivement, quand on commence à avoir un petit peu de volume, ça commence à devenir compliqué de suivre les candidats. Savoir qui on a rencontré, à quel step il est qu'on lui a fait un retour, est-ce qu'on lui a fait un feedback, est-ce qu'il avance, est-ce qu'il est KO, etc., etc. On a des outils internes, on a énormément d'ATS internes qui vous permettent de faire ça, des ATS gratuits ou payants. Je pense à Recruity, je pense à Flatcher, je pense à Workable, je pense à Lever ou autres. Mais il y a aussi des outils gratuits type Trello, qui de base n'est pas fait pour ça, mais que nombreux de nos clients, nous-mêmes, on est passé par là, on l'a adapté au process de recrutement. Trello, c'est gratuit. Trello vous permet, alors je ne sais pas si vous connaissez Trello, c'est un outil hyper simple d'utilisation. Ça se présente comme un dashboard. Finalement, on va être sur un espace un peu en mode Kanban. On va avoir différentes colonnes. Les colonnes sur le recrutement correspondent au stade du process de recrutement. First step, second step, case study, culture fit, etc., etc. Et chacune des cartes va correspondre à un candidat. Ça vous permet de manière très, très visuelle, très simple, intuitive, de savoir qui en est où, à quelle étape, quelles sont les actions à faire et de les bouger finalement d'une colonne à l'autre de cette manière-là. Plein d'outils, mais c'est vrai que Trello fonctionne bien quand on est au début et quand on commence à rentrer sur des gros volumes de recrutement. À ce moment-là, il y a une nécessité d'avoir un ATS en interne. Un ATS, c'est tout simplement un outil qui vous permet de gérer vos candidatures, quel que soit le levier d'acquisition. C'est-à-dire que ça va récupérer toutes les candidatures qui proviennent de Welcome to the Jungle, de votre site internet, du LinkedIn, etc., etc. et vous les regroupez à travers un seul et même outil dashboard. Hop. Bon, les erreurs à éviter, c'est un peu l'inverse de ce qu'on vient de dire, forcément. Un process de recrutement qui n'est pas structuré, ça n'envoie pas une bonne image. Ça n'envoie pas une bonne image parce que ça en dit long sur derrière l'organisation au quotidien, le daily, les enjeux, les problématiques, la vision, l'ambition. C'est tous les messages qui sont renvoyés finalement aux candidats.
et tous les a priori finalement qui va se faire à travers un process de recrutement qui n'est pas structuré, qui est trop long, dans lequel il y a un manque de communication, il n'y a pas de feedback qui est fait, des retours qui sont censés être faits le lundi mais qui finalement ne sont faits que le vendredi, et ainsi de suite. Changer de processus d'un candidat à un autre, bien évidemment, parce que l'idée c'est d'avoir une scorecard commune à tout le monde pour pouvoir les tester, les challenger sur des critères communs. Bien évidemment, si je vois un candidat A et que je le challenge sur des critères qui vont être différents du candidat B, je ne peux pas les comparer par la suite puisqu'ils n'ont pas été challengés sur la même chose. Il faut absolument rester sur votre scorecard et garder exactement les mêmes critères d'un candidat à un autre. C'est ça qui vous permet de comparer, c'est ça qui vous permet de garder une objectivité et c'est ça qui vous permettra petit à petit de faire évoluer aussi votre process de recrutement. Si vous voyez qu'il y a un élément à changer, il y a un élément à améliorer, il y a un élément à rajouter, à supprimer et autres. Ne pas multiplier les canaux d'acquisition. Bien évidemment, les canaux d'acquisition, on ne peut pas aujourd'hui, sur du recrutement, simplement balancer une job desk sur un job board et se dire « Ok, on va attendre ce qui arrive ». Vous êtes trop dépendant de la candidature entrante. La candidature entrante, c'est quelque chose que vous ne pouvez ni contrôler ni anticiper, tant en termes de volume qu'en termes de qualité et pertinence des candidats. Donc, l'idée, c'est de pouvoir multiplier les canaux pour que ça puisse prendre au maximum, que vous puissiez récupérer du pipe et que vous puissiez avancer sur quelque chose de pertinent. Quand on dit multiplier les canaux d'acquisition, ça peut être tant j'adresse mon réseau, j'adresse mon équipe en interne, j'adresse mes candidats, je lance une chasse sur LinkedIn, recruteur ou normal. En parallèle, j'ai mis ma job desk sur Welcome to the Jungle et je suis allé regarder sur Monster et l'APEC. Là, on est sur quelque chose de cohérent parce qu'on a non seulement travaillé sa stratégie inbound, où on attend que les candidatures arrivent à nous, mais on est aussi parti les chercher. On a actionné d'autres leviers qui nous permettent finalement de récupérer différents candidats de différents horizons et d'avancer plus rapidement. Ça va avec effectivement le point 4, ne pas s'entourer, ne pas sourcer le point 5. Ne pas faire de retour aux candidats, ça coule de source. Ça coule de source, mais ce n'est pas fait tout le temps. Malheureusement, ça paraît obvious. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Les retours candidats, alors on aime tous les faire quand c'est positif et qu'on a envie d'avancer avec les candidats. On fait un peu plus la tête quand on doit faire un retour qui est négatif. Parce que c'est un moment qui n'est pas agréable, c'est un pansement à enlever, mais c'est quelque chose qui est primordial. C'est quelque chose qui est obligatoire, un retour, les feedbacks des candidats suite au process de recrutement, même s'ils sont négatifs, les candidats sont hyper preneurs de retour parce que ça leur permet de s'améliorer d'une step à l'autre, parce que ça leur permet de se sentir considérés, parce que ça leur permet de sentir qu'ils ont tout de même capitalisé sur le temps qu'ils ont passé avec vous, les rencontres qu'ils ont pu avoir, le fait de s'être déplacés dans vos bureaux, etc., etc. Ça ne vient que favoriser l'expert candidat et donc la marque employeur. On a même des candidats qui se font KO pour des raisons très spécifiques qui eux-mêmes repoussent d'autres candidats dans la foulée. Et là, c'est magique. Là, c'est parfait parce que c'est les candidats qui eux-mêmes vous repoussent du pipe dans la foulée. Et on voit qu'il n'y a aucune anonymité puisque effectivement le candidat vient de se faire KO et pourtant, il nous pousse son réseau. Il faut s'enlever ces barrières psychologiques. Tant que l'XP candidat sera travaillé, sera cohérente, tant qu'il y aura ces feedbacks, ces retours, vous pouvez tout vous permettre sur la cooptation, sur le référol, sur les recommandations, etc., etc. Ça va avec le point 7, ne pas travailler sa marque employeur, du coup, forcément. Sélectionner les candidats. Alors, je n'ai pas du tout vu le chat s'il y avait des questions dites depuis. Je me mets juste dessus. Alors, yes, on enverra les slides, effectivement. Que pensez-vous du nouvel outil Refer? Écoute, Caroline, je suis en plein test là-dessus. Donc, je n'ai pas vraiment d'avis pour le moment. Je suis assez mitigée, mais j'attends d'aller un peu plus loin pour te donner un vrai retour là-dessus qui serait plus objectif. Et Notion, c'est quelque chose que nous, on utilise particulièrement, mais plus sous forme de bibliothèque interne. Alors, je ne sais pas si le Notion, c'était dans l'état d'esprit d'utiliser ça en dashboard. Alors, je ne sais plus quand est-ce que tu faisais référence à quoi? Les workflows comme Trello. OK. Oui, totalement, tu peux. Tu peux totalement l'utiliser, Notion. On a certains clients qui l'utilisent notamment effectivement à la place du Trello.
Nous, on l'utilise personnellement plus comme une bibliothèque interne pour aller retrouver des informations, mais tu peux totalement l'adapter, complètement. Oui, pour limiter les outils, si tu ne veux pas t'éparpiller effectivement et être sur X outils à la fois avec des informations qui sont splittées à droite à gauche, tu peux tout recentraliser sur Notion, complètement. La sélection des candidats. Alors, sélection des candidats, bon, on a lancé notre job desk, on a lancé nos chasses, on a lancé notre réseau, on a lancé les candidatures entrantes. Maintenant, on commence à avoir du pipe, on commence à avoir des candidats qu'on voit en entretien. Comment faire le bon choix, comment les départager, comment savoir s'il faut que je prenne le A, le numéro B, le numéro C. La scorecard est faite pour ça. La scorecard que vous avez établie, elle est faite pour ça parce que c'est ça qui va vous permettre de vous dire, OK, par rapport aux éléments hard skills, soft skills, lui coche telle case, telle case, telle case, celui-ci coche celle-ci, et la troisième coche ces deux-là. Donc déjà, à ce niveau-là, vous avez une sorte de notation qui est faite pour pouvoir départager les candidats entre eux. Au-delà de la scorecard, on parlait au tout début de culture d'entreprise, on parle d'ADN de boîte, on parle de personnalité, de fit, c'est des termes qui sont omniprésents aujourd'hui, qui vont être réellement un drive dans le choix des candidats. À l'inverse, on va avoir des éléments qui doivent normalement vous mettre la puce à l'oreille sur des drapeaux rouges sur lesquels vous devez ou bien davantage challenger vos candidats pour rentrer dans le fond de la chose et essayer de comprendre si effectivement ça va être problématique ou non, ou bien couper court. Je vous ai mis quelques exemples ici. On a souvent des candidats qui, forcément, nous on revient sur les expériences passées, on essaie de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi il a choisi cette expérience-là, pourquoi il a bougé d'une boîte à l'autre, qu'est-ce qui fera la différence, etc. etc. Et c'est très marrant de regarder comment les différents candidats finalement vont se vendre et vont surtout parler de leurs expériences passées. Ça en dit énormément sur les candidats, sur leur mindset, sur leur personnalité, sur leur drive, leur manière de communiquer, leur niveau et leur degré de stress et comment désamorcer ça. Quelqu'un, par exemple, qui aujourd'hui ne veut pas parler de ses échecs, ne veut pas parler de moi aujourd'hui, tout était super bien, j'étais top performer, à chaque fois j'étais à 120% d'objectifs, tout roule ma poule, super. Ok, j'entends, top performer, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Top performer, c'était quoi le panier moyen? C'était quoi le cycle de vente? C'était quoi les interlocuteurs? Ok, c'était quoi ton objectif? On fait un calcul rapide, déjà on voit si oui ou non c'est cohérent par rapport à ce qu'il nous a vendu. Quelqu'un qui a de l'humilité, quelqu'un qui effectivement va être team play, va être capable de d'équilibrer, de contrebalancer entre mes succès, mais aussi mes échecs. Et qu'est-ce que j'ai retenu de mes échecs et comment je l'ai appliqué par la suite? Comment ça m'a permis de progresser et d'évoluer finalement? Un candidat qui parle mal de ses expériences précédentes, c'est jamais bon signe. C'est normalement un drapeau rouge qui... On conseille en tout cas de ne pas avancer ou de comprendre vraiment le pourquoi du comment, mais quelqu'un qui va cracher sur ses anciens boss, quelqu'un qui va être dans la justification, quelqu'un qui va toujours blâmer les autres pour son manque de réussite. Oui, mais c'est pas de ma faute parce que, ouais, mais en même temps, je suis arrivée dans une période où, ouais, mais en même temps, on m'a donné des comptes qui étaient pourris sur un portefeuille qui était mort dans le 9-4, etc., etc. La manière dont c'est dit, la manière dont le candidat communique n'est pas la bonne. Ça peut être vrai. Bien sûr qu'on a tous eu des cas de figure où on n'était pas dans les meilleures conditions marché pour surperformer, pour atteindre nos targets, pour exploser le business, bien évidemment. Mais tout est dans la manière de le dire. Comment le candidat communique. Ça en dit énormément sur la personnalité. Tout peut être dit, mais en fonction de comment c'est dit. Quelqu'un qui est très, très, très évasif sur le pourquoi du comment il a changé d'entreprise, forcément, ce n'est pas bon signe. Forcément, ce n'est pas bon signe. Il y a des red flags qui vont s'allumer. Et l'idée étant de comprendre pourquoi il essaye de le cacher, pourquoi il essaye de noyer le poisson. Alors, ou bien on arrive à creuser, on le challenge et on comprend le pourquoi du comment, ou bien on décide de ne pas avancer parce que forcément, le message qui est renvoyé, il n'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Et on n'arrive pas à se projeter avec le candidat. Donc, on préfère couper court. C'est pas mal de parler d'échec, c'est pas mal de parler de non-performance, d'entreprises dans lesquelles je ne me suis pas épanouie, donc ça ne l'a pas fait pour une question de culture fit, d'objectifs irréalisables ou autres. Tout est entendable. On est sur de l'humain, encore une fois. On est sur de l'humain avec tout ce que ça comprend en termes d'aléas
Mais l'idée, c'est de pouvoir l'expliquer, c'est de pouvoir travailler son projet professionnel et de travailler sa communication pour expliquer le pourquoi du comment on en est arrivé ici, où on n'est pas arrivé à cet objectif, où on n'a pas fait ça, où on a fait ci. C'est surtout ça qui va être important. Surtout quand on est sur l'early stage, surtout quand les soft skills sont nécessaires pour construire la core team du départ qui finalement va construire toute l'ADN de votre entreprise. Séduire vos candidats. Alors, on n'est plus du tout dans le temps de l'entreprise qui est à 100% dans la non-séduction et le candidat qui doit se survendre en entretien et qui doit avoir tout l'historique de la boîte, toutes les actualités de la boîte, toutes les fusions, acquisitions qui ont été faites, etc., etc. On n'est plus dans ce mindset où c'est uniquement le candidat qui doit se vendre. On est aujourd'hui sur un marché, encore une fois, je le répète, hyper pénurique, hyper concurrentiel. Les candidats sont sursollicités. Pour vous donner un ordre d'idée, on n'a jamais eu autant de demandes que sur les 8-9 derniers mois en 10 ans d'existence chez Job4. Tellement tout le monde ne trouve pas les candidats, tellement le marché en fait est asséché, que les candidats sont sursollicités. On a du mal à aller les chercher, même nous, recruteurs, là où c'est notre métier au quotidien. Effectivement, si aujourd'hui on n'est pas dans une logique de séduire les candidats, ça va être compliqué parce que la concurrence, eux, pour le coup, ils vont le faire. Séduire les candidats, ça doit être une relation qui est win-win. Ça doit être du 50-50. On n'est pas dans un état d'esprit où non plus le candidat, il est complètement détaché et c'est à l'entreprise de faire des pieds et des mains pour aller le chercher. On est vraiment sur du 50-50. Si le candidat aujourd'hui a la capacité de montrer qu'il a fait ses devoirs, qu'il est intéressé par le projet, qu'il a compris où est-ce que vous voulez aller, qu'il est OK avec l'ambition, qu'il se projette finalement, qu'il a fait sa part du boulot, c'est aussi à vous de faire votre part, qui est aussi autour de la séduction du candidat. Séduire les candidats, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire les sujets qu'on a déjà évoqués en termes d'expérience candidat, le process structuré, la marque employeur, etc., etc. Mais c'est aussi quelle est votre réputation? Quelle est votre réputation en tant qu'entreprise? Quelle est votre réputation en tant que manager? Quelle est votre réputation en tant qu'équipe? Etc., etc. Les candidats ne sont pas dupes. Les candidats, on est tous passés, on a tous été candidats à un moment donné. Les candidats, la première chose qu'ils font, c'est d'aller checker sur Internet ce qui se dit, bien évidemment. Il y a des outils pour ça. Il y a Glassdoor qui est super bien fait. Il y a les notes sur Google, les avis sur Google. Il y a la notoriété que vous avez sur un Facebook, sur un Instagram, l'actualité, est-ce que vous animez votre communauté ou pas, combien vous avez de personnes qui vous suivent, est-ce que vous avez un compte qui est actif ou non, est-ce qu'il y a de la com finalement qui est faite, et notamment LinkedIn. LinkedIn, ça en dit beaucoup. Donc, un candidat, effectivement, qui est en process de recrutement ou même avant d'entrer en process et qui se fait juste adresser sur LinkedIn par un cofondateur parce qu'il a trouvé que son profil était pertinent et qu'il a envie d'avancer avec lui, avant même de répondre généralement à ce message d'approche, il va aller checker ces éléments-là. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de regarder quand on est dans la boîte. C'est-à-dire que oui, ça fait X années que je suis dans ma boîte, que je suis sur mon projet, je ne vais pas avoir forcément le réflexe d'aller checker, attends, nos notes sur Google et nos avis, c'est combien? Mais c'est quelque chose qui est constamment fait de l'autre côté quand quelqu'un va rentrer en process ou entre en communication pour la première fois avec vous. C'est primordial. Je passe les balance ta startup, etc., qui ont fait un gros buzz dernièrement. On en a assez parlé, je pense, sur les derniers mois pour ne pas refaire un sujet entier là-dessus, mais ça montre toute cette importance de la réputation d'entreprise, de qu'est-ce qui se passe finalement à l'intérieur, comment les gens évoluent au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en avant dans le bon sens ou est-ce qu'au contraire, il y a des choses qui ne vont pas? À quel niveau? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous toucher personnellement sur le poste sur lequel aujourd'hui vous allez être missionné? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus générique? Est-ce que c'était juste une expérience particulière avec un candidat, un employé où ça s'est mal passé? Ou est-ce que c'est un ressenti général? C'est tous ces éléments-là qui vont susciter l'intérêt des candidats et pour lesquels, je vous assure, 100% des candidats vont aller checker avant même de vous répondre ou avant même de vous rencontrer. Il faut que vous soyez conscient de ce qui est dit sur vous, sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Glassdoor, et que vous puissiez travailler ça pour justement séduire les candidats que vous avez envie d'adresser. Que faut-il faire? Alors, peut-on encourager les employés à mettre des notes sur Glassdoor? Que faut-il faire sur Glassdoor? Excellente question, Caroline, et
Nathalie, je n'ai pas ton nom en entier, mais il me semble que c'est Nathalie, yes. Alors, peut-on encourager les employés à mettre des notes sur Glassdoor? Tu as 2 écoles. Tu as ceux qui te diront oui, ceux qui te diront non. Le problème de les encourager à, c'est que ça perd toute l'objectivité de l'exercice. C'est-à-dire que l'idée d'un Glassdoor, c'est surtout que, en tant qu'employé, en tant que personne qui a connu la boîte, que tu sois actuellement dans l'entreprise ou non, d'ailleurs, qu'elle puisse donner un avis totalement objectif et anonyme. C'est ça l'idée de base d'un Glassdoor. Donc, le fait de les encourager, de les pousser à mettre des notes sur Glassdoor, parfois, ça peut être interprété comme un message subliminal qui pousse finalement, voire qui force les collaborateurs à aller mettre une note. Et sous-entendu, si tu mets une note, tu dois mettre une note positive. C'est ça le message qui peut être compris et renvoyé. Très attention sur la communication là-dessus parce que ça peut donner un effet complètement inverse. Finalement, le collaborateur va dire on m'a forcé à aller sur Glassdoor et de mettre une note. Et donc, ça perd tout le sens de l'exercice, voire même ça va renvoyer un message où tout ce qui est mis est faux. Tout ce qui est mis est faux parce que la direction en haut, ils nous ont forcé à aller le mettre. Il faut faire très, très, très attention là-dessus. L'idéal, c'est que ça puisse venir directement du collaborateur. C'est que vous soyez capable d'insuffler finalement une culture telle que d'eux-mêmes, ils aillent sur Glassdoor et qu'ils puissent le faire. Ou alors que dans votre discours, vous soyez assez que restez assez général dans la manière de dire la chose, vous pouvez aller sur Glassdoor, vous devez aller mettre des notes, mais on ne vous oblige pas à mettre quoi que ce soit, on ne vous oblige pas à mettre un minimum 4 sur 5, on ne vous oblige pas minimum à mettre un commentaire supplémentaire derrière qui globalement va vendre les louanges du manager, de la boîte, du projet, de son ambition ou autre. Il faut être très, 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 très subtil sur la manière dont on va l'adresser parce que ça peut vous exploser à la tête. Et on l'a déjà vu. Je vous invite à aller vous balader sur Glassdoor. Il y a énormément de commentaires justement où les employés disent « la direction nous a forcés à mettre des notes sur Glassdoor ». C'est pour ça qu'il faut faire attention là-dessus. Que faut-il faire sur Glassdoor? Justement, du coup, il faut pousser la culture d'entreprise à tel point que les collaborateurs, présents ou anciens, veuillent partager finalement leur expérience au sein de X, au sein de Y, et que d'eux-mêmes aillent mettre une note sur Glassdoor avec un commentaire expliquant pourquoi ils ont aimé travailler ici ou pourquoi ils aiment toujours travailler ici. Est-ce qu'ils le recommanderaient à un ami? Si oui, pour quelles raisons? Et ainsi de suite. Et c'est ça qui crée finalement aussi votre marque employeur, c'est-à-dire que vos collaborateurs deviennent vos ambassadeurs. Et là, on a touché le jackpot. Dans la peau du candidat. Dans la peau du candidat, on a voulu vous montrer, parce que nous, c'est une question qu'on pose constamment en entretien de recrutement. C'est la dernière question quasiment qui vient conclure l'entretien. Quand on est face à un candidat, on lui pose constamment cette question. Si demain, tu as 3 propositions en main, qu'est-ce qui fera la différence? Si demain, parce qu'il est un BizDev qui veut évoluer sur du SaaS et qu'il a toujours fait ça, et si demain, tu as 3 propositions en BizDev SaaS, qu'est-ce qui fera la différence? Est-ce que c'est ta capacité à monter en compétences? Est-ce que c'est ta rémunération? Est-ce que c'est les avantages, les perks que tu vas avoir? Est-ce que c'est le fait de pouvoir travailler en télétravail? Est-ce que c'est la REM, etc., etc., etc. Et sur les 500 candidats sur lesquels on a fait justement, on a posé cette question, sur les 500 derniers candidats pour lesquels on a posé cette question, tout poste confondu, donc principalement sales, marketing, on est sur du junior sorti d'école, tout comme des VP, des country openers ou des CMO. On a ces 4 critères qui ressortent constamment. Pas dans le même ordre pour chacun, mais ces 4 critères ressortent constamment. Les valeurs de l'entreprise, alors c'est très galvaudé, les valeurs de l'entreprise. On regarde sur Welcome to the Jungle, tout le monde veut des personnes bienveillantes, tout le monde veut des personnes team players. Obviously, on ne veut pas quelqu'un de vicieux qui va travailler juste pour lui et qui ne va pas sourire et qui va rester dans son coin. C'est une certitude. Maintenant, les valeurs, il faut aller un petit peu plus loin. C'est quelles sont les valeurs? OK, bienveillance, team play, etc., etc. Comment elles sont traduites au quotidien? Comment vous les challengez? Comment tu challenges la bienveillance à travers un process de recrutement? Comment tu challenges la capacité de travail, etc., etc. Il faut aller plus loin que simplement mettre les 4 mots-clés qu'on a envie de voir sur la job desk qui finalement sont sur toutes les fiches de poste et ne feront pas la différence. Là où ça prend son sens quand on parle de valeurs, c'est quand on voit la vraie traduction au quotidien de ces valeurs-là. Comment ça s'applique? À travers un process de recrutement, mais aussi au daily, au quotidien. L'autonomie avec tout ce que ça englobe. L'autonomie, c'est l'autonomie dans ma manière de travailler.
On est de moins en moins sur des typologies de candidats qui ont envie d'être fliqués. On va être davantage sur une flexibilité, notamment en termes de télétravail, avec toutes les crises sanitaires, la restructuration des entreprises, les nouvelles habitudes, finalement. Donc, toute cette autonomie-là, c'est quelque chose qui est devenu primordial pour les candidats aujourd'hui. Le cadre de vie et la manière dont ils vont travailler, qu'on leur fasse confiance, finalement, qu'ils soient capables aujourd'hui d'arriver à leur goal, quel que soit finalement le chemin qui a été pris. C'est quelque chose qui est très, très, très recherché. L'argent, bien sûr, on a beau dire ce que l'on veut, l'argent reste dans les critères et dans les drives principaux des candidats. Et je ne parle pas que des métiers qui sont commerciaux. Je parle notamment des profils qui sont marketing, je parle des profils qui sont PM, PO, Product Manager, Product Owner, je parle des profils qui sont Sales Ops, je parle des profils qui sont Project Manager, etc., etc. Donc, on n'est pas simplement sur cette caricature de l'argent est important pour les profils commerciaux parce qu'ils avancent à la carotte. Non, c'est vrai, mais ce n'est pas uniquement applicable aux commerciaux. Et ça ne va pas avoir le même degré en termes de pondération d'un candidat à un autre. Cela est-il, ça reste dans les drives et les critères principaux. Le package financier. Alors, encore une fois, l'idée, ce n'est pas simplement d'être sur un fixe qui est super élevé, mais on parle d'un package global. On parle de fixe, on parle de variable, on parle d'avantages, on parle de BSPCE, etc., etc. L'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, c'est deux choses. C'est déjà lors du process de recrutement quelle a été l'expérience candidat. Et deuxièmement, l'expérience collaborateur, c'est que la majorité des candidats, particulièrement quand ils sont bons, ils ont un réflexe commun qui est d'adresser directement les collaborateurs déjà présents dans l'entreprise pour prendre la température, pour savoir ce qu'il en est, pour avoir un avis qui est autre que celui de la personne qu'ils ont déjà rencontrée en entretien, que ce soit le recruteur, que ce soit le head of du département, que ce soit le cofondateur, pour avoir une vision qui est différente, sortir finalement du process de recrutement classique et aller chercher l'information d'eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui est fait de plus en plus, que ce soit sur les collaborateurs actuels, mais surtout avec les collaborateurs qui ne sont plus dans l'entreprise. Parce que quand tout va bien, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de savoir pourquoi les gens sont partis, dans quel contexte ils sont partis. Est-ce que c'était simplement, je suis arrivé au bout d'une courbe d'apprentissage, ça faisait 5 ans que j'étais dans la boîte et du coup, ça s'est fait de cette manière-là? Ou est-ce que c'est parce que justement, il y a un problème dans le management, des KPIs qui sont inatteignables, des objectifs qui changent tous les mois, etc., etc. Ils vont être capables d'aller chercher l'information. C'est la raison pour laquelle il faut soigner cette marque employeur tant au tout début du funnel, avant même qu'un candidat soit en process de recrutement, que même sur l'offboarding, une fois que les collaborateurs ne sont plus dans votre entreprise. Très, très important. Complètement, Caroline. Importance de l'offboarding. On est pile poil dedans. Une petite phrase qui fait un petit peu bader, vue comme ça, qui est un peu négative, mais qui est réelle. Maintenir la séduction, même quand une proposition a été faite et acceptée. Aujourd'hui, ce qu'on remarque le plus, c'est que les candidats qui rebondissent dans des aventures et qui, ça ne le fait pas pour X ou Y raison, généralement, ça pète sur les 3 premiers mois. Ça se voit assez vite. Ça pète sur les 3 premiers mois parce que ces 3 premiers mois, c'est crucial sur l'onboarding et la période de ramp-up. L'idée des 3 premiers mois, c'est de pouvoir d'un côté checker si on est bien aligné, est-ce que ça confirme effectivement l'idée qu'on a eue lors du process et au moment où on lui a fait la proposition d'embauche. Est-ce qu'en termes de performance, alors c'est trop tôt pour parler de performance bien évidemment, mais on n'attend pas à ce qu'au bout de 3 mois, la personne surperforme et fasse 120% de ses objectifs. Ce n'est pas l'idée, mais sur les 3 premiers mois, on est capable de savoir déjà si elle part dans la bonne direction ou non, si elle a les bons réflexes, si elle a cette capacité de bien appréhender le business, si elle commence à avoir les bonnes habitudes finalement. C'est ça qu'on va observer. Et inversement, le candidat fait exactement la même chose de son côté. C'est une double évaluation qui est faite à ce moment-là, d'où l'histoire de la PE. Mais c'est aussi l'intégration, la personnalité, la prise d'initiative. Est-ce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui a cette capacité, si c'était souhaité bien sûr, de mettre les mains dans le cambouis? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt sur sa zone de confort? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est intégré avec l'équipe ou non? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être dans cette logique d'apprentissage? J'ai envie de monter en compétences, qui va être curieux, qui va aller se renseigner à droite à gauche auprès des différents collaborateurs pour comprendre et avoir une vision 360 du business? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui, au contraire, est très bon dans les tâches que vous allez lui demander de faire, mais qui va être plutôt dans l'exécution? Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ils vont correspondre à des enjeux différents. Attention.
Quand on est early stage, généralement, on veut des personnes qui sont assez transverses, qui sont très main dans le cambouis, qui ont la capacité d'être sur plusieurs sujets, qui vont avoir vraiment ce côté très entrepreneur, hein, finalement. Plus on grossit, plus on a des besoins de se structurer, plus on va essayer de trouver de l'expertise. Et on va trouver des personnes qui vont être très spécifiques sur une partie du métier en particulier. Et à ce moment-là, on rentre davantage dans l'exécution. Pas de bonne ou de mauvaise stratégie, ça correspond à des enjeux de croissance qui sont totalement différents, tout simplement. Il faut être conscient qu'il faut bien soigner effectivement la séduction en amont, pendant, mais même après l'embauche. Surtout sur les 3 premiers mois qui sont décisifs dans la suite de l'aventure, tant de votre côté que du côté du candidat. Est-ce que vous avez des questions? J'ai beaucoup parlé. Cécile, j'ai une question, c'est Caroline, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Ouais, en fait, j'ai pas mal alors, je veux pas casser l'ambiance, hein, mais j'ai pas mal d'entrepreneurs autour de moi. Ça fait 3 ans, du coup, qu'ils ont monté leur boîte et là, qui sont en train de se remettre en question et du coup, potentiellement arrêter. Ouais. Quelle est la vision recruteur de quelqu'un qui s'est lancé dans une aventure entrepreneuriale pendant 1, 2 ou 3 ans et qui, du coup, veut se recycler dans une vie salariée? Comment c'est perçu? Ça m'intéresse, ce point de vue. Eh ben, c'est que du positif, Caroline. C'est que du positif parce que nous, ce qu'on va valoriser finalement à travers les profils entrepreneuriaux, ce n'est pas tant sa réussite entrepreneuriale, c'est le fait qu'il se soit lancé dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire que derrière, quand on voit un profil comme celui-ci, le message qui nous est renvoyé en tant que recruteur, c'est il est ambitieux, il se donne les moyens de ses ambitions, il a la capacité à la fois d'être en amont sur de la strate, d'avoir ce côté un peu visionnaire, de façonner, mais aussi très main dans le cambouis opérationnel, très doueur, où il veut aller tirer des buts finalement. Il a une grosse résilience parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours facile, c'est même plus compliqué que ça n'y paraît. Donc, il aura cette capacité finalement de ne pas s'arrêter à l'échec, de rebondir, d'être capable de reproposer des choses, d'être un peu dans une phase d'itération, test and learn. Et c'est tous ces éléments en termes de messages qui sont renvoyés qu'on va valoriser. Ce n'est pas du tout le fait de savoir si sa startup a fonctionné ou n'a pas fonctionné, mais c'est plus sur l'ambition et les skills eux-mêmes de l'entrepreneur. Qu'au contraire, non, ça ne peut être que positif, particulièrement dans notre écosystème.